on ne va pas se mentir, la principale raison pour revenir au chômage, pour laquelle le taux de chômage est moins élevé en Suisse qu'ailleurs, c'est parce qu'on n'est pas dans l'Union européenne, hein, tout simplement. Ça, c'est vraiment la principale raison. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les amoureux de la liberté. Donc aujourd'hui, on va parler d'un pays qui est souvent cité en modèle, la Suisse, en compagnie d'un Suisse, David Lépée. David Lépée, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes philosophe, vous êtes aussi spécialiste de la littérature française et vous travaillez avec les revues Éléments et Rébellion. Et on va dire que vos sujets de prédilection sont l'histoire du socialisme, le cinéma, et aussi la démocratie directe, le modèle suisse. Tout à fait, oui, c'est bien ça. Et je rappelle aussi que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle simplement David Lépée, où il y a pas mal d'interviews, de conférences, de diverses personnalités. Donc, je conseille à ceux qui nous regardent d'aller visionner. Donc, ça s'appelle David Lépée sur YouTube. Tout d'abord, pourquoi parler de la Suisse? Parce que la Suisse est souvent citée en modèle, est un petit pays enclavé entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, peu d'habitants, avec des habitants différents, des communautés linguistiques différentes. Et pourtant, c'est un pays qui semble fonctionner avec un faible taux de chômage, avec une démocratie directe, une démocratie avancée. Et il semble qu'il y ait peu de tensions entre les différentes communautés. Donc, vu de Belgique, ça semble un peu étrange. Donc, on va essayer d'un peu de décortiquer tout ça. Donc, on va commencer par. Donc, j'ai divisé l'entretien en diverses rubriques, donc politique intérieure, politique étrangère, économie, etc. On va commencer un petit peu avec la politique intérieure. Tout d'abord, la Suisse. Qu'est-ce que la Suisse? Est-ce que la Suisse est une nation ou est-ce un pays multinational, comme il existe d'autres pays comme le Canada, c'est un pays binational, la Belgique, multinational. Est-ce que la Suisse est une nation? La Suisse est un pays d'Europe qui a la particularité d'être multilingue. Il y a 3 langues officielles, l'allemand, le français et l'italien. En plus de ces 3 langues, il y a une langue nationale, le romanche. La Suisse est un État fédéral composé de 26 cantons et on va voir que chaque canton a sa langue officielle. 17 cantons ont l'allemand comme unique langue officielle. 4 cantons ont le français comme unique langue officielle et un seul canton a l'italien comme unique langue officielle. Ça fait un total de 22 cantons monolingues. Il reste donc 4 cantons qui, eux, sont multilingues. Alors, on a tendance souvent à utiliser le terme nation comme un terme générique pour parler de la structure d'un pays qui a des frontières, qui a une souveraineté, qui a un État. On prend souvent nation dans le sens d'État-nation et on dit le monde moderne est constitué de nations. Dans ce cas-là, la Suisse en est une. Mais si on veut prendre les termes politiques dans une acception un petit peu plus rigoureuse, la Suisse n'est pas une nation, elle est une confédération. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas, comme d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Russie, ce sont des territoires, des structures étatiques et stato-étatiques, stato-nationales, je voulais dire, qui ne sont pas à proprement parler des nations. C'est une confédération, c'est-à-dire que ça fonctionne sur un assemblage de régions qu'on appelle des cantons, qui eux-mêmes chapeautent des structures plus petites qui sont les communes, les équivalents de municipalités en France, par exemple. Et il y a un équilibre assez subtil sur ces 3 niveaux-là. Et ce qui chapeaute le tout, c'est ce qu'on appelle la confédération qui s'exprime à travers un exécutif et un législatif qu'on pourrait dire nationaux, entre guillemets, c'est-à-dire suisse. Fédéral, en fait. Fédéral, voilà, confédération. Voilà. Alors après, évidemment, ça ne nous empêche pas d'utiliser des termes, je dirais un petit peu passe-partout. Par exemple, un patriote, on pourrait dire un patriote est un nationaliste. On comprend tous ce que ça signifie. Seulement, c'est pas tout à fait exact. On pourrait pas. Seulement, si on dit que c'est un fédéraliste, il y a encore une autre nuance, c'est que nous sommes tous fédéralistes par défaut, puisque nous sommes membres de la Confédération. Mais on a tendance à qualifier de préférence un fédéraliste quelqu'un qui insiste sur l'autonomie cantonale, quelqu'un qui critiquerait les éventuelles dérives jacobines de Berne, dérives toutes relatives par rapport à la France. Mais le fédéralisme, c'est plus qu'un patriote, c'est déjà une prise de parti pour la subsidiarité. Oui, donc en fait, il s'agit d'un État fédéral composé de diverses nations, diverses nationalités ou communautés, on va dire. Voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle je me qualifie beaucoup plus volontiers de patriote que de nationaliste, parce que le terme est beaucoup plus exact. Oui. Ce qui m'a aussi frappé en faisant mes recherches, c'est que le pouvoir exécutif, en fait, est exercé par un conseil fédéral composé de 7 membres.
Ça semble un peu étrange, par exemple, comparé à la France où il y a un pouvoir exécutif fort, un président fort, etc. En Suisse, il y a un autre modèle, un modèle collégial. Est-ce que tu penses que ce modèle est meilleur et plus moderne? Alors, il est moins centré sur la personnalité d'un seul, puisque ce Conseil fédéral, il est l'exécutif dans son ensemble de cette personne, mais il y a quand même une présidence tournante. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce Conseil, il y a quand même un individu et qui change chaque année en fonction c'est un tournus et non pas d'une élection. Toutes les questions, on va dire, symboliques, de représentation, voilà, etc. parce qu'il est ministre, il a un ministère, un département, comme on dit. Il a un département fédéral, comme les 6 autres ont chacun aussi un département fédéral. Donc, il n'est pas, en tant que ministre, il n'a pas plus d'importance que les autres, si ce n'est que il est le représentant légal auprès de la diplomatie, auprès de l'étranger, auprès des fêtes et des occasions officielles. Il est évident que notre système est plus démocratique que celui de la France. Néanmoins, à une exception près, c'est que l'exécutif n'est pas élu à la démocratie directe. Contrairement à la France, qui n'élit pas beaucoup, mais qui élit au moins son président, dans des circonstances tout à fait discutables d'ailleurs. Mais en Suisse, ce sera peut-être pas toujours le cas. Il y a eu d'ailleurs plusieurs initiatives pour changer ça, mais on élit nos parlements aux 3 niveaux, communal, cantonal et fédéral. Le Parlement fédéral, en fait, il y a 2 chambres. Je ne veux pas entrer dans la complexité, mais disons, il est divisé en 2 chambres. Ils sont élus par le peuple. Le peuple, enfin, chaque canton élit ses représentants, et c'est ensuite ces élus qui eux-mêmes élisent l'exécutif, donc le Conseil fédéral. Donc, moi, je n'ai jamais voté pour mon président ou pour un de mes conseillers fédéraux. Ça ne se fait pas comme ça. Alors là, je serais incapable de dire si c'est mieux ou moins bien qu'une élection directe. Je pense qu'il ne faut pas. Certains démocrates pensent qu'on devrait faire passer ça au suffrage universel. Je pense que c'est un petit peu un détail, parce qu'il est beaucoup plus important d'élire son Parlement que d'élire ses 7 représentants. Et surtout, il est plus important d'élire ses lois. Mais ça, c'est un autre problème, de voter ses lois. En France aussi, il y a beaucoup de gens qui attendent une sorte d'homme ou de femme présidentielle parce qu'ils ont eu un De Gaulle, un Napoléon, une Jeanne d'Arc. Et donc, ils attendent le nouveau Messie. Quel est ton regard depuis la Suisse? Est-ce que c'est pas un peu archaïque et anachronique? Déjà, c'est amusant ce lapsus que tu viens de faire, l'attente de l'homme présidentiel. Je pense qu'il s'agissait de l'homme présidentiel, parce que, alors, des hommes et des femmes présidentielles et présidentiables, il y en a plus qu'il n'en faut. C'est bien ça le problème. Ça, j'aurais de la peine à juger. Ce sont des cultures nationales différentes, donc des sensibilités différentes. Même de Belgique, ça semble un peu. Même de Belgique, d'ici, ça semble un peu vieux jeu qui est un président. Comme un roi, en fait. Et pourtant, vous en avez un. Voilà, un président ou qu'il y ait la femme ou l'homme providentiel qui va sauver le pays, etc. Ça semble vraiment un peu archaïque vu de l'extérieur, en tout cas vu de Belgique. Je sais pas. Vu de Suisse, je sais pas si c'est archaïque, mais vu de Suisse, on a tendance à penser comme les Belges, sans doute, mais parce qu'on a une histoire qui ne s'est pas forcément construite sur les grandes personnalités et les personnages providentiels, mais sur une lente maturation historique par les peuples, par la construction lente des institutions. La France a connu des périodes plus ou moins démocratiques, plus ou moins autoritaires, mais dans les 2 cas, il y a une chose qui est restée, c'est que ces ruptures, ces tournants se sont toujours faits par l'entremise d'individus, d'hommes providentiels, depuis, je sais pas, enfin, sans refaire tout le processus. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un renouveau de l'idéal démocratique en Europe et dans le monde, et notamment de l'idéal de démocratie directe, parce qu'il y a un ras-le-bol des anciens systèmes. Ce renouveau, il s'appelle souvent le populisme. Moi, je pense que nous aussi, nous vivons sous un régime populiste, mais le politiquement correct fait qu'on n'ose pas le dire parce qu'il est souvent mal connoté par le langage médiatique. Or, un des principes du populisme la plupart du temps, c'est que certes, il y a une espèce d'horizontalité d'idéal populaire et de lien direct, mais cette horizontalité admet une exception, c'est l'exception du leader, de l'homme providentiel, et on a vu ça dans le monde de ces dernières années, de Chavez à Orban, en passant par Salvini ou par des leaders de l'opposition. Chez nous, ça se passe pas comme ça. On a l'impression que c'est au contraire couper les têtes qui dépassent qui nous permet d'assurer la pureté des scrutins et des droits populaires.
pas aussi pur que ça, il ne faut pas idéaliser d'ailleurs, mais disons, ça correspond à nos mœurs. Il est d'ailleurs étonnant qu'un des partis en Suisse qui est le plus, qui tient le plus, en tout cas dans le discours, à la démocratie directe, et qui en cela se présente comme un parti conservateur, parce que défendre les droits populaires face au rouleau compresseur européen notamment, forcément c'est conservateur, puisque c'est aller contre le changement autoritaire, et bien ce parti-là, qui est un parti de droite nationale libérale, qui s'appelle l'UDC, est celui qui a le plus développé la culture du leadership, la culture du chef populiste, de l'homme providentiel, et en cela, tout patriote et conservateur soit-il, ils sont en rupture avec le reste de la tradition suisse, à gauche comme à droite, qui ne fait pas émerger d'individus. Alors on ne sait pas si c'est par idéal et par respect pour les mœurs suisses, ou si c'est simplement par incompétence et parce qu'on n'a trouvé personne. Je sais pas. Je pourrais pas dire si le modèle de l'homme historique, cher à Hegel, est préférable ou pas. Je crois que chacun doit faire selon ses mœurs et son histoire. C'est aussi parce que le pouvoir est un peu, n'est pas seulement vous n'avez pas seulement une démocratie représentative, vous avez aussi la démocratie directe. Donc, ce qui fait que le pouvoir est un peu dilué entre la population et les représentants du peuple. C'est ça la différence peut-être comparé à d'autres pays. Oui, on appelle ce modèle le modèle semi-direct, c'est-à-dire un mélange de démocratie représentative, c'est-à-dire ce qu'on appelle, bien à tort, la démocratie dans le reste du monde, et même en France d'ailleurs, et ce que moi j'appelle la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, parce qu'en fait il n'y en a pas d'autre. Le reste c'est un hold-up sémantique, il n'y a de démocratie que directe. La Suisse l'est partiellement, sans vouloir faire la leçon à personne d'ailleurs, peu de pays le sont, même partiellement. Donc voilà, cela dit, c'est bien de maintenir cet équilibre parce que je suis pas, je critique volontiers le parlementarisme, mais je suis pas non plus dans le rejet total. C'est une question de proportion et de balance, quoi. Parfait. On va revenir on va en parler tout de suite, mais d'abord une petite question, c'est les liens entre les communautés. Donc en Suisse, il existe 4 langues nationales, 4 langues officielles, donc le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Et en Belgique aussi, il existe plusieurs langues officielles, mais en Belgique, il y a des tensions entre les communautés, il y a un contentieux historique entre les flamands et les francophones. Il y a aussi la partie sud du pays, la Wallonie, qui est moins riche que la partie nord. Donc, il y a des transferts d'argent qui font aussi que les Flamands ne sont pas contents et qui ne veulent pas payer pour les Wallons. Donc, il y a des tensions comme ça entre les communautés. Est-ce qu'il existe aussi ce type de tension en Suisse ? Bien moins aigu, bien moins grave. La description que tu viens de faire de la Belgique me rappelle beaucoup plus l'Italie, peut-être un peu moins maintenant, heureusement, mais l'Italie d'une certaine époque que la Suisse. C'est vrai que c'est des tensions entre flamands et wallons sur des bases à la fois culturo-linguistiques, mais aussi surtout sur des bases sociales par rapport à d'où vient la croissance, qui paye le chômage pour qui. Ça rappelle la fracture nord-sud en Italie. En Suisse, pourtant, virtuellement, en tout cas, ces fractures existent puisque il y a 4 langues, mais on va dire que la fracture, elle est surtout entre 2 zones qui sont les zones principales, qui est la zone alémanique, nettement majoritaire, la zone romande, qui est une minorité, mais une minorité importante, et les romanches, on ne sait pas forcément où les placer, ils sont très peu nombreux, et je dirais que malheureusement, ça a tendance à disparaître, et les Tessinois, donc qui est le canton qui parle italien, qui touche la frontière de l'Italie, ce sont des latins, donc du point de vue germanique, on les range avec nous, c'est-à-dire les latino-gaulois, donc on est presque des méridionaux, toute chose étant relative par ailleurs, alors que nos chers compatriotes d'en face, c'est presque des teutons au casque à pointe. Il y a une espèce de mini-représentation européenne caricaturale à l'intérieur de la Suisse où on se caricature comme le grand pays limitrophe qui sert de référence culturelle et linguistique. Donc déjà, en dépit d'une identité nationale commune et assez solide, il y a cette différence de langue, ce n'est pas qu'une différence linguistique, c'est une différence culturelle. On ne parle pas simplement une autre langue, on pense différemment, on réagit différemment et on a une sensibilité différente aux choses, que ce soit sur le rapport à l'économie, le rapport au travail, le rapport à la religion, le rapport à la liberté. Les langues et les cultures, ça structure voilà. beaucoup. Vous connaissez ça, je pense. Il y a ça ressemble un peu d'ailleurs. Moi, pour le peu que j'ai quand même un peu bourlingué en Belgique, pour le peu que j'en ai vu en discutant avec les gens, le rapport flamand-wallon me fait quand même un peu penser, sauf que chez vous, c'est un petit peu plus sportif, au rapport roman et suisse alémanique. On a la zone alémanique qui est économiquement plus libérale, qui
comment dire, qui a une culture du travail, de l'entreprise, qui est peut-être plus marquée germanique, hein, l'Europe qui gagne, l'Europe riche, l'Europe de Merkel, et nous, on s'en sort pas trop mal. D'ailleurs, la croissance, comment dire, le déficit de croissance s'est un petit peu rééquilibré. Il y a une forte différence entre la Suisse alémanique et les autres cantons de Suisse. Alors, il y a plus de différences entre les cantons à l'intérieur des zones géographiques que parfois économiques. Mais c'est, comment dire, c'est jamais, alors ça reste du domaine des guerres de chapelle, de la plaisanterie. On rigole beaucoup avec ça, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs. De temps en temps, il y a des petites provocations chauvines de certains partis qui veulent un peu rompre la solidarité nationale sous le prétexte que certains consomment plus, d'autres dépensent plus, d'autres payent plus, enfin ce genre de choses. Mais ça va jamais très loin. On n'a jamais eu de crise politique semblable à celle de la Belgique ou de l'Italie, comme je le disais, parce que je pense qu'il y a un esprit, avant j'ai utilisé le terme national, de nouveau abus de langage, un esprit confédéral qui fait qu'on supporte tout ça, parfois en s'ignorant un peu, parce que dans beaucoup de domaines professionnels où les gens évoluent, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Des fois, c'est une saine indifférence nous permet de faire tenir. Est-ce que, par exemple, les Suisses parlent souvent la langue du voisin, par exemple? Est-ce que les francophones parlent allemand ou est-ce que les Suisses germanophones parlent français, etc. Oui, c'est le grand projet de l'école, beau projet, c'est-à-dire qu'on a 3 langues nationales, on essaye au moins d'en parler 2. C'est-à-dire l'école nous impose des cours d'allemand chez nous et de l'autre côté des cours de français. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas parce que du côté alémanique, beaucoup protestent en disant que sous prétexte de mondialisation, en disant que comme le nombre d'heures est limité, les enfants feraient mieux d'apprendre l'anglais. Donc là, déjà, il y a une fêlure dans le ciment confédéral. Et par contre, si chez nous, on continue, les programmes ont maintenu l'allemand, bien heureusement, on est vraiment très doué. Ça, c'est l'autre problème. Politiquement, les décisions prises sont plus saines, mais les enfants, depuis 3 générations, on va dire peut-être notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de... On n'a même plus conscience de ça, parce que c'est un peu dans l'inconscient collectif, mais il y a une telle défiance par rapport à l'Allemagne, pour des raisons évidentes, qu'on a eu tendance à lier ça à la langue allemande, donc à nos voisins, sans jamais aller jusqu'à les haïr, parce que ça n'avait absolument rien à voir, on était tous dans le même camp. Mais ça nous a rendu cette culture et cette langue peu sympathique, et comme elle n'est pas facile à apprendre, on a eu, par rapport à nos enfants, de génération en génération, une certaine tolérance sur leurs résultats scolaires, en disant essaye de faire des bonnes notes en maths et en français, puis l'allemand, c'est un peu dommage, parce que moi je suis pour qu'on fasse des progrès en allemand, mais je prêche pas par l'exemple, parce que j'ai toujours été un très mauvais élève. Mais on fait un effort, et il est regrettable que les alémaniques l'étudient moins qu'avant. Cela dit, ils le parlent mieux, et on est toujours frappé de voir, ils sont plus connaître, ils sont peut-être plus studieux. Et puis il y a une raison linguistique, c'est que les alémaniques, où qu'ils soient dans le monde, les germanophones, sont plus doués pour les langues. Ils parleront un anglais sans accent, ils apprendront plus facilement les langues latines que les latins n'apprendront leur langue. Ça fait des siècles que ça existe, c'est une différence liée à l'histoire des langues. Ils sont toujours plus doués pour ça. Donc les Français en sont un bon exemple. Vous vivez, je pense aussi, dans une espèce de bain linguistique multiple, mais les Français de France sont parmi les moins polyglottes du monde. Il suffit d'entendre un journaliste prononcer même un mot anglophone pour rire. Et moi, qui ne suis pas spécialement doué, je me sens presque polyglotte face aux Français moyens, je veux dire. Ça, c'est sûr. Il y a un peu un retard en France par rapport à ça. Mais même en Belgique, on constate par exemple que les néerlandophones parlent mieux français que les francophones parlent le néerlandais. Donc, c'est un peu pareil que la Suisse. Tu as parlé un petit peu du système de démocratie directe, etc. Je voulais un peu te demander combien de fois vous votez par an en moyenne. J'ai lu que c'était 4 fois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est 4 fois, si je ne m'abuse. C'est-à-dire qu'il y a 4 scrutins fédéraux. La chancellerie fédérale fait un agenda année après année à des échéances plus ou moins régulières. C'est un calendrier bien rodé pour qu'on puisse voter sur des objets fédéraux, un ou plusieurs. Et ensuite, une fois que cet agenda a été rendu public, les cantons et en dessous les communes greffent leurs propres objets de vote, s'ils en ont, et la plupart du temps ils en ont, pour que les gens se déplacent le même jour pour des objets différents, pour des raisons pratiques. Donc souvent... Donc c'est 4 fois par an, mais pour plusieurs questions différentes. Oui, je veux dire, dans
Dans le cas le plus léger, ce serait 4 scrutins, mais je crois que ça n'est jamais arrivé. En général, ça sera plus facilement 8, 12 ou 16, hein, mais répartis en 4 fois. C'est-à-dire que quand Berne dit ah ben on doit voter pour je sais pas un objet d'envergure fédérale, le canton dira ah ben on va profiter chez nous pour faire voter là-dessus. La commune dit ah ben tiens il y a des, je sais pas, il y a un chantier qu'on veut faire valider par le peuple, etc. Non, tout ça est assez bien fait, et dans le matériel de vote qu'on reçoit, ben il y a différentes enveloppes qu'on doit pas mélanger parce qu'elles vont partir vers différentes chancelleries quoi au final pour valider un scrutin. Okay. Donc les votes, c'est que ce soit au niveau cantonal, communal ou fédéral. Ouais, voilà. On vote en même temps, parce que sinon on voterait tous les dimanches, voire 2 fois par semaine. Donc c'est centralisé au niveau des dates. Ouais. Est-ce que le peuple est assez sage pour voter parfois pour des questions complexes? Je pense notamment des questions, par exemple, sur le nucléaire ou des questions, par exemple, fiscales, etc. Est-ce que les gens sont assez informés, sont assez impliqués pour voter comme il faut, ou alors est-ce qu'ils votent comme les médias, comme la télé leur disent de voter? Ah, ce risque existe, et plus la démocratie directe est développée, surtout dans les temps modernes, et de fait dans les temps modernes elle l'est rarement, mais plus c'est le cas, et plus on est confronté à des problèmes complexes, parce que le monde se complexifie. C'est dû à la complexité scientifique croissante, au développement technologique, à la complexité aussi des questions juridiques dans le cadre de la mondialisation, ce qui n'est pas une raison pour virer à la technocratie, parce que beaucoup d'ennemis de la démocratie directe vont dire le monde se complexifie, donc le peuple doit être dépouillé de ses droits au profit de gens qui savent. Alors, c'est vrai que ça demande une compétence accrue. On ne peut pas forcément attendre de tous que nous en fassions preuve, non pas que les gens soient trop bêtes, mais ça demande parfois un petit peu de temps, et le temps de s'informer, de lire. Tout le monde n'a pas forcément choisir. C'est pour ça qu'il existe une possibilité que certains autres pays démocratiques rejettent, et c'est une erreur. C'est le vote blanc, déjà, d'une part, bon, qui n'est pas comptabilisé, ça c'est un autre problème, mais qui est possible, et c'est l'abstention. Alors on donne un message un petit peu différent en votant blanc ou en s'abstenant, mais les deux sont légaux. Je ne sais pas d'ailleurs si en Belgique l'abstention est pénalisée, ou pas. Je sais qu'il y a des pays dans le monde, des pays démocratiques, où l'abstention est pénalisée. Donc, voilà, ça, je ne suis pas forcément favorable à ça, parce que je comprends très bien la discipline civique nécessaire qu'il y a dans le fait de dire je vote même si je ne sais pas quoi voter pour montrer que je participe, mais à force de pénaliser les gens qui ne le font pas, on risque de les forcer à voter de manière peu sérieuse par dépit, juste pour éviter une amende. Alors autant qu'ils ne le fassent pas. Moi, je n'élis pas. Souvent, je ne participe pas aux élections. Donc là, je vote même pas blanc, j'y vais pas. Ça, c'est un message que j'essaie de donner. Je crois pas tellement. Non seulement je crois pas tellement au système électoral, mais en plus, il y a rien qui me plaît dans ce qui est proposé. Par contre, je vote tout le temps, sauf cas de force majeure, et il m'arrive de voter blanc. Hein. Il y a des cas, notamment, je pense notamment à certains sujets scientifiques sur lesquels j'ai pas le temps de me renseigner par rapport aux évolutions biomédicales. C'est des sujets importants pourtant, donc c'est important qu'au moins la partie la plus intelligente ou la plus compétente des gens se prononce, et les autres peuvent dire j'ai pris acte, je passe mon tour. C'est pas antidémocratique de le faire. Il faut la démocratie, ce qui caractérise la démocratie suisse, et c'est peut-être pour ça que ce serait difficile de l'implanter ailleurs, c'est pas souhaitable d'ailleurs, mais en France, c'est que c'est non seulement une structure, des institutions, des droits populaires, mais c'est aussi une éthique, et cette éthique, c'est une discipline civique, mais c'est aussi faire preuve d'une certaine humilité. C'est déjà l'humilité d'accepter de perdre quand on se trouve mis en minorité, et non pas de descendre dans la rue ou de vouloir renverser l'urne. Et c'est aussi l'humilité de dire je ne sais pas, quand on n'a pas eu le temps d'étudier, ou quand c'est trop compliqué, ou alors quand on n'a pas d'avis, parce que ça peut arriver. Et l'erreur peut-être de peuples qui entrent un peu trop vite dans la démocratie, c'est qui se croient peut-être porteur d'une mission qui nécessite absolument de trancher partout sans réfléchir, et là autant voter à l'aveugle. Non, il est sage de voter blanc, il est sage de dire je ne sais pas, ça fait partie de l'humilité démocratique. Donc en fait, le système de démocratie directe doit aller de pair avec un haut niveau d'éducation. Dans des pays où il y a l'éducation et le niveau est faible, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir une démocratie directe. Je pense notamment à des pays d'Afrique ou autres. C'est difficile à dire. Oui, les deux devraient aller de pair, mais quel est le premier? L'un doit être le moyen de l'autre. Lequel? Ça, c'est la question, parce que bien sûr, déjà,
sans parler de haut niveau d'éducation, il y a une condition préalable, c'est de ne pas être analphabète. C'est bête à dire, mais disons, pour s'informer un minimum, ne serait-ce que pour lire sans lire des articles de journaux ou d'aller faire des recherches sur Internet, mais simplement lire et décrypter le matériel de vote, donc le matériel officiel envoyé par la Confédération, qui est bien insuffisant, parce qu'il y a une partie propagandiste qu'il faut pas nier. Mais déjà, rien que ça, qui est l'information minimum, faut pouvoir lire. Donc, il faut un pays scolarisé où l'école est gratuite et obligatoire et accessible à tous. C'est vraiment le minimum. Après, il faudrait un petit peu plus. Concernant certains pays d'Afrique, par exemple, alors c'est clair que le problème se pose, mais le piège est là, parce que ce sera toujours l'excuse des dominants, des technocrates, des oligarques, de dire nous voulons le bien du peuple, mais le peuple n'est pas assez éduqué, et pour maintenir le pouvoir, ils vont jamais rien faire pour l'instruire. Enfin, ça c'est un vieux classique de la science politique, de savoir qu'un peuple qu'on peut tenir sous la suggestion est plus facilement manipulable, et le meilleur moyen de le tenir sous la suggestion, c'est de ne pas l'instruire. Donc il faut que ça aille pour eux. Mais il y a un rapport de mieux pour eux, en effet. Le mieux pour eux serait peut-être d'avoir une sorte de dictature éclirée, de système peut-être qui ne soit pas totalement démocratique, mais qui aille dans le sens du développement, parce que j'ai toujours été frappé par les gens qui veulent exporter la démocratie en Afrique et ailleurs, alors que par exemple au Mali, le taux d'analphabétisme est d'environ 70%, donc 70%. Ce qui est énorme. Mais comment on peut faire une démocratie où il y a 70% de gens qui ne savent pas lire et écrire? Ça m'a toujours un peu frappé. Ça, c'est vrai. Mais ce serait peut-être un processus démocratique qui permettrait de prendre les décisions pour que les gens sachent lire et écrire. Ça va dans les deux sens, c'est ça le problème. Parce que cette situation, elle est tragique, mais elle arrange ceux qui ont justement intérêt à ne pas partager le pouvoir. Donc, parfois, on se dit que si l'ignorance se maintient, si l'instruction ne se fait pas, si l'école ne se fait pas en place, c'est peut-être parce que les décisions politiques ne sont pas prises, et peut-être qu'elles ne sont pas prises parce que le peuple n'est pas consulté. J'ai pas de réponse à ça. Mais disons, c'est un cercle vicieux dont il faut se méfier. Cela étant dit, tout démocrate que je sois, je propose, je ne pense pas qu'un modèle soit exportable. Sans parler de l'Afrique, je l'exporterai même pas dans les pays voisins, parce que c'est pas souhaitable, parce que c'est pas la démocratie doit pas se comprendre dans une logique, on va dire impérialiste ou culturellement néocoloniale. Bien sûr que non. Mais bon, le despotisme éclairé, pour reprendre ce que tu disais, je m'en méfie beaucoup, parce que voilà, c'est un idéal qui avait beaucoup chez certains philosophes des Lumières qui étaient progressistes mais pas trop, qui contestaient l'ancien pouvoir, mais c'était plutôt pour changer de maître que pour le défaire. Et ceux qui tiennent ce type de propos sont toujours ceux qui eux-mêmes se verraient bien despotes éclairés, ou se verraient en tout cas dans la caste des sachants et des décideurs. C'est un peu comme le racisme, toutes les théories de suprématie raciale. J'ai toujours dit, moi, je les prendrai au sérieux le jour où ceux qui les tiendront sont pas comme par hasard dans le groupe qui s'auto-définit comme dominant. Il y a un problème, il y a un manque d'objectivité, il y a trop d'intérêt en jeu. Je me méfie toujours de ceux qui me parlent de despotisme éclairé, parce que je sais de quel côté des barricades ils se situent. Oui. Aussi, on a un peu dévié en parlant de l'Afrique. Revenons un petit peu à la Suisse. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de vote entre les communautés? Est-ce que, par exemple, pour certains référendums, les germanophones votent en grande majorité oui, et les francophones majoritairement non, et vice-versa? Est-ce qu'il n'y a pas des tensions de cet ordre? Il y a des tensions, il y a des déséquilibres, oui. Il y a des sujets sur lesquels ça ne fait pas de différence, mais ces différences de sensibilité dont je parlais avant, elles se traduisent souvent dans les votes. La plus grande crise politique qu'on ait eue à la fin dans la deuxième partie du XXe siècle, elle portait justement sur un problème de ce genre. C'était en 1900, je peux dire 92, puisque entre Belges et Suisses, on dit 92 et pas 92. D'habitude, je me corrige toujours, mais là, je me souviens que je parle un Belge. En 1992, il n'y avait pas l'Union européenne sous la forme qu'on connaît, c'était le fameux espace économique européen. La Suisse a dû voter pour décider si elle allait adhérer ou non. Et là, à l'époque, il y avait encore un bel idéal européen qui faisait rêver. On n'était pas encore tombé de haut comme aujourd'hui, et le pays était vraiment très divisé, et de manière très marquée, entre une zone alémanique aujourd'hui on dirait plus souverainiste, qui se méfiait un petit peu de ça, et qui votait non, et qui l'a emporté parce qu'elle était majoritaire, et la zone romande, donc celle où je vis,
où peut-être sous l'influence du voisin français, il y avait une espèce d'euro béatitude, aujourd'hui on le dirait, où on disait finalement c'est une belle idée, ça nous permettra de ne plus retomber dans l'ornière de la guerre précédente, etc., etc. Et tout le monde, moi j'étais trop petit pour voter, mais tout le monde autour de moi, mes parents, enfin tous les adultes que je connaissais votaient pour, étaient complètement europhiles. Et ça, quand on a perdu, là il y a eu une grogne. Ça aurait pu peut-être évoluer dans une situation à la base. La majorité germanophone a imposé son point de vue à la minorité. Oui, c'est normal parce que comme de toute façon, on ne prend pas en compte ces frontières linguistiques, on est une confédération, un pays, la démocratie dans un pays, ça fonctionne selon une règle arithmétique très simple, la majorité l'emporte sur la minorité. Or, quand c'est un petit peu diffus dans les régions, on l'accepte, mais quand il y a des ruptures géographiques, linguistiques, culturelles, c'est un peu plus difficile. Il y a eu beaucoup de brouille. Ensuite, ça s'est un peu tassé. Et aujourd'hui, la grande majorité des romans remercient nos compatriotes de l'autre côté de la rivière d'avoir pris la bonne décision. Et alors, il y a toujours des différences de sensibilité. Il y a toujours ce qu'on appelle chez nous en Suisse des Röstigraben, ce qui signifie finalement la barrière de Rösti. C'est une barrière imaginaire pour dire qu'il y a deux peuples. Mais c'est jamais devenu aussi grave. Et au moins, on a réussi à se réconcilier sur la question européenne. C'est-à-dire, on s'est réconcilié dans l'hostilité. On s'est réconcilié dans la souveraineté, et maintenant je crois qu'à part quelques derniers mohicans du PS, plus personne ne veut adhérer à l'UE. Tout ce qu'on voit autour de nous ne nous incite pas, quoi. On sent qu'il y a une forte différence de vote lors des dernières élections. Les Flamands ont en grande majorité voté à droite, donc ça va du centre droit jusqu'à l'extrême droite. Et au sud du pays, les francophones ont en grande majorité voté à gauche, donc ça va aussi du centre gauche jusqu'à l'extrême gauche. Et donc, moi, c'est des termes que j'utilise depuis longtemps parce que c'est confus, gauche et droite. Mais disons, pour résumer à grands traits, il y a une sensibilité de gauche plus développée du côté roman et une sensibilité de droite plus développée du côté alémanique. Ça se voit surtout en fait sur les questions économiques. Les romans vont voter davantage en faveur de politiques sociales, que ce soit par rapport au chômage, par rapport aux subventions, par rapport au rôle de l'État. Les alémaniques vont plutôt voter en faveur de la liberté d'entreprendre, de la question du patronat, des jeux. Voilà. Après, il y a d'autres points. Il y a aussi, mais disons la rupture gauche-droite, pour autant que ce soit une, elle serait plutôt sur ces thèmes-là. Oui. Ouais, c'est un peu comme en Belgique, c'est peut-être culturel, mais en Belgique, il y a une rupture nette entre la Flandre qui est à droite toute et le sud du pays qui est à la gauche toute. Et c'est un dialogue de sourds. On n'a toujours pas de gouvernement d'ailleurs. Et comment se fait-il, j'en profite, je me permets aussi de te poser une question, comment se fait-il que, pour ce que j'en sais, les rois ont toujours été des francophones? Ouais. Et pourtant, donc le roi, même si c'est une figure symbolique, c'est comme une figure dominante. Donc comment ça se fait que ce soit les Flamands qui aujourd'hui sont ceux qui brassent du capital et qui font de l'argent? En fait, au début, donc la Belgique a été inventée un petit peu, c'était un petit peu un compromis. À une époque, ça faisait partie des Provinces Unies, donc avec les Pays-Bas. Et puis après, c'est devenu français. Ça a été envahi par Napoléon. Et puis c'est redevenu les Pays-Bas, les Provinces Unies. Et puis à un moment donné, donc il y avait le Royaume-Uni qui avait peur que ça tombe sous les mains de la France, parce qu'elle ne voulait pas aussi que le port d'Anvers, qui est l'un des ports les plus importants d'Europe, où une grande partie des marchandises qui arrivent au Royaume-Uni et même en France, etc., que la France ait le contrôle sur ce port, etc. Donc, ils ne voulaient surtout pas que ça devienne français. Donc, ils sont un peu négociés. Ils ont décidé de créer un État indépendant, une monarchie. Et c'est comme ça que la Belgique est née. Et voilà. Et le roi, à la base, c'était une famille de nobles allemands. Donc, c'est une famille aristocratique allemand. Et à la base, le pays était francophone. C'était un État francophone. La constitution, les lois, tout était en français. Parce que le sud du pays était la région la plus riche. C'était aussi le premier pays après le Royaume-Uni à s'être industrialisé, à avoir fait la révolution industrielle. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de charbon, d'acier, etc. Donc, c'était là où il y avait les ressources naturelles pour ça. Donc, c'était vraiment de grosses usines. On faisait de la métallurgie, ce genre de choses. Mais il faut savoir que ce secteur-là est mort. Aujourd'hui, il reste comme un peu partout, en France aussi, un peu partout en Europe. Ces grands secteurs métallurgiques, etc.,
et qui est quasiment en faillite. Et donc, le sud du pays est devenu pauvre et le nord du pays, qui n'avait pas de grosses structures, de grosses entreprises, mais plus des entreprises familiales, ben, eux se sont plus adaptés au monde moderne, à la mondialisation, etc. Donc, voilà. Donc, la Flandre, c'est une des régions d'Europe où il y a le plus d'entreprises par habitant, avec l'Italie du Nord et la Suisse, et la Suisse et le Sud. La Wallonie, aujourd'hui, est un peu en retard. Et puis, au milieu, il y a Bruxelles, qui est géographiquement en Flandre, et qui est majoritairement composé de francophones. Donc, ils n'arrivent pas à comment ils vont gérer cette ville-là si en cas de rupture, la Belgique est là. C'est un peu compliqué. Donc, il y a aussi une question un côté revanchard flamand, comme quoi ils ont été dominés. Souvent dans l'histoire, c'était par exemple pour être officier dans l'armée, il fallait parler français. À l'université en Flandre était en langue française. Il faut savoir que l'université, c'était la langue de la culture, des sciences, du savoir, etc. Et que la langue néerlandaise était un peu considérée un peu comme une langue de paysan, quoi, on va dire. La langue du peuple, la langue, pas une langue importante. Et donc, il y a un côté revanchard dans l'histoire. Et aussi, maintenant, vu que la Wallonie est plus pauvre que la Flandre et les Flamands, ils ne veulent pas payer. Voilà. Ça fait un bordel. Et il y a d'autres critères que celui de l'argent pour définir quelle était la culture de référence aussi. Voilà, oui, tout à fait. Et maintenant aussi des problèmes culturels entre francophones et flamands. Donc, les francophones sont beaucoup plus à gauche et les flamands beaucoup plus à droite, entre guillemets. Et comme a dit Bart de Wever, qui est le leader du N-VA, qui est un parti, on va dire, identitaire, nationaliste flamand, la Belgique, c'est la somme de 2 démocraties. Donc, d'ailleurs, tous les partis sont doublés, je crois. Oui, c'est ça aussi, presque. Alors, tout. C'est pas le cas, ça c'est une sacrée différence. Il y a encore quelques derniers partis nordophoniques, section francophone, mais la plupart des partis ont splitté, sont divisés en 2. Et donc, avant, on avait un seul parti socialophone, un parti socialiste néerlandophone, un parti libéral francophone, un parti libéral néerlandophone, etc. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, le système politique belge, je crois, est beaucoup plus compliqué que le système politique suisse. Il faut vraiment être dedans pour comprendre, quoi. Vraiment. Mais c'est intéressant de voir, de comparer la Suisse et la Belgique, puisque ça ressemble assez proche. Et quand même, c'est pas pareil. La Suisse semble mieux fonctionner. Donc, c'est assez intéressant de faire un peu la comparaison entre les deux. Là, on a beaucoup parlé de politique, etc., de démocratie. On parle un petit peu d'économie. La Suisse reste le pays le plus compétitif au monde selon l'étude annuelle du Forum de Davos. Nombreux sont ceux chaque année à s'y installer, séduits par des salaires particulièrement attractifs. Les expatriés gagnent en moyenne en Suisse près de 165 000 € par an, soit 2 fois plus que la moyenne mondiale selon la banque HSBC. Le petit pays helvétique offre non seulement la possibilité de doubler son salaire, mais aussi de doper sa carrière. En matière de compétitivité, la Suisse devance dans ce classement du Forum de Davos les États-Unis et Singapour. Au cœur de la compétitivité suisse, il y a sa capacité d'innovation. Le pays est, malgré sa taille, particulièrement prolifique dans ce domaine, l'une des grandes puissances mondiales. Il accueille par ailleurs des organisations de recherche et des institutions d'importance mondiale. Les Suisses ont aussi un marché du travail très flexible et la capacité d'attirer des talents de l'étranger. 3 pays de la zone euro figurent dans ce top 10 de la compétitivité. Dans l'ordre, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Finlande. La France est loin derrière, à la 22e place. Outre l'innovation, l'étude du Forum de Davos passe en revue des critères tels la qualité des infrastructures, la stabilité des institutions, la formation, l'éducation ou le système de santé. Donc la Suisse, malgré un coût de la vie relativement important, est l'un des pays les plus riches du monde. C'est souvent l'un des pays qui est classé comme étant le plus compétitif au monde, avec un fort PIB, etc., avec une forte production industrielle. Donc c'est pas seulement la banque qui a en Suisse, il y a aussi une forte production industrielle. Et je voulais un petit peu savoir quel est ton avis, quel est le secret par rapport à ça. Est-ce que c'est aussi la spécialisation de l'économie suisse? Est-ce que vous faites beaucoup de valeur ajoutée, de produits à haute valeur ajoutée? Et aussi, je vois l'apprentissage. Une grande partie des jeunes vont dans l'apprentissage. Et aussi, je pense, le dialogue social. Quel est un peu ton avis par rapport à ça? Oui, alors je pense que c'est en grande partie le deuxième critère dont tu as parlé, et qui est
qui est par contre un point faible de la France, c'est que on a une politique d'instruction et d'apprentissage, de formation professionnelle qui est dans l'ensemble assez saine. Ces dernières années, on a pu constater que sur une classe d'âge de jeunes, il y en avait en moyenne 20% qui passaient un baccalauréat, et les 80% restants, il peut y avoir beaucoup d'itinéraires différents, mais grosso modo, ils se formaient autrement, quoi. En France, il se trouve que pendant le même laps de temps, enfin pendant la même période étudiée, c'est exactement le contraire. On a 80% de bacheliers et 20% d'apprentis. On s'aperçoit bien que dans tout pays normal, à part peut-être la Silicon Valley, ce rapport de 80-20, il fonctionne dans un sens, mais pas trop dans l'autre. Parce que une jeunesse qui ne se forme à des apprentissages qu'à 20%, il y a un sacré déficit. Qui ensuite va se répercuter à la fois sur le chômage et à la fois sur le chantage à la politique migratoire. Problème qu'on connaît aussi en Suisse, mais dans une moindre mesure. Et ça, c'est dû au fait que la Confédération encourage ces apprentissages. Il y a des initiatives qui ont été faites d'ailleurs pour demander aux patrons de PME et d'entreprises plus grandes, à partir d'un certain nombre d'employés, ils sont obligés d'engager aussi un apprenti. Et par ailleurs, et là on en revient, tout n'est pas politique, mais beaucoup de choses sont liées aux mœurs, à la culture, l'apprentissage n'est pas dévalorisé. J'ai parfois l'impression en France, en parlant à des gens, notamment des parents, qui ont l'impression que par défaut, comme ils ont envie que leurs enfants réussissent et peut-être gagnent un peu d'argent, on va leur faire des études supérieures, alors qu'on sait bien que c'est pas du tout une garantie, surtout pas de nos jours, une garantie de réussite professionnelle, déjà parce que les sciences humaines, tout ce qui est philosophie, sociologie, etc. Voilà. En général, sont des filières qui conduisent au chômage, il faut le dire. Et oui, moi j'ai fait les sciences humaines. Ce que j'ai constaté en Suisse, c'est que pendant les premières années, la réalité, c'est que j'étais beaucoup plus pauvre que ceux de mes copains qui avaient fait un apprentissage et qui commençaient rapidement à travailler, à trouver un poste et voilà. C'est pas pour discréditer des filières plus intellectuelles. Il faut de tout. Seulement, il faut de tout dans de justes proportions. Et si les parents le comprennent, non seulement ils permettront au pays, à l'économie de se réguler, mais ils permettront aussi à leurs enfants de trouver leur vocation indépendamment des préjugés ou des idées toutes faites. Je pense que ça, à mon avis, c'est un des grands atouts de l'économie suisse. Et puis bon, alors évidemment, on fait des produits à forte valeur ajoutée qu'on exporte. Moi, je miserais pas trop sur ça éternellement. Par exemple, la région où j'habite, un des points forts, c'est l'horlogerie. L'horlogerie de pointe, de luxe aussi, qui d'ailleurs fait elle-même travailler beaucoup de frontaliers français, donc c'est pas uniquement de prix que je pourrais pas me payer, qui coûte une fortune. Bien sûr, et d'ailleurs la plupart des gens qui bossent là-dedans ne peuvent pas se les payer non plus, hein. mais ça date depuis déjà un moment, mais à chaque grosse crise internationale, l'horlogerie en prend un coup. Il y a un exemple anecdotique que je trouve assez intéressant. Dans le haut du canton de Neuchâtel, qui est la région où j'habite, il y a deux villes horlogères, la Chaux-de-Fonds et le Locle, qui se sont vraiment spécialisées dans ce domaine-là. Et c'était des gens, on pourrait dire que c'est la catégorie des ouvriers qualifiés, ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière. Donc des ouvriers horlogers qui sont de grands spécialistes, mais qui en tant qu'ouvriers étaient souvent syndiqués, avaient une forte conscience politique, souvent marquée à gauche. Et en 1917, ils ont souvent, via l'influence de leur parti et de leur syndicat, pris parti pour la révolution bolchevique, parce qu'ils se sentaient solidaires des ouvriers russes. Or, il se trouvait qu'un de leurs gros clients au niveau international, c'était la grande bourgeoisie et l'aristocratie russe, tsariste. Quand Lénine est arrivé au pouvoir, il a renversé tout ça et son principal souci, c'était pas de permettre à ses ministres ou à sa cour d'acheter des montres suisses. Donc, il s'est trouvé que tous ces gens qui ont soutenu dans les montagnes suisses, en faisant parfois de l'agitation politique, la révolution bolchevique, se sont frappés par une crise économique dans leur secteur consécutive à la révolution bolchevique. Alors, je trouve très bien d'avoir mis d'ailleurs son idéal avant sa sécurité économique, mais c'est un secteur alors extrêmement réputé, mais très fragile. Et là, aujourd'hui, avec une crise tout à fait différente, qui est la crise consécutive au coronavirus et la récession qui s'ensuit, depuis quelques semaines, je peux vous dire que l'horlogerie suisse subit un sacré contre-coup. J'ai beaucoup d'amis qui y sont actifs et beaucoup de gens qui partent ou au chômage partiel ou au chômage total. Donc, je pense pas que ce soit forcément des stratégies à long terme.
Je pense qu'au contraire, la force de la Suisse, c'est pas uniquement d'avoir des pôles de compétences réputés internationalement et avec des produits qui s'exportent, mais c'est d'avoir peu délocalisé sa propre industrie. Trop, à mon avis, mais moins que la France. Désolé, je prends toujours nos amis français, vont trouver que c'est fort, mais importante en Suisse, comparée à d'autres pays oui, comme la il le faut. Alors ça, je pense qu'on l'a compris, un peu tard, mais on l'a compris quand même. Donc, on ne cède pas trop à ça. Bon, on a ces problèmes déjà à l'interne, parce que il y a le bon côté du fédéralisme, bon, c'est à peu près tout, mais le mauvais côté du fédéralisme, c'est qu'il y a une espèce de concurrence fiscale. Les entreprises nous font un petit peu marcher, les grandes entreprises, parce que si un canton ne leur propose pas des conditions fiscales assez attractives, elles vont menacer d'aller à côté. Donc, il y a un chantage. Ah ouais. On ne sait pas vraiment trop. Ça fait partie, je dirais, malheureusement du prix à payer, du côté obscur du fédéralisme, qui, dans l'ensemble, reste une bonne chose. Mais disons, oui, on est un petit peu soumis à ça. Bon, les pays de l'Union européenne sont soumis à ça au niveau international. Hein. Voilà, tout le monde réclame des abattements fiscaux, des exemptions fiscales pour pouvoir installer une entreprise, créer de l'emploi, amener de la croissance à la région, parce que sinon on va voir ailleurs si le gouvernement à côté n'est pas plus favorable. Donc tout le problème est toujours là. Mais je pense que, voilà, pour résumer, un économiste pourrait vous répondre de manière beaucoup plus précise. Sauf que si vous parlez à un économiste, vous aurez les tendances idéologiques qui vont avec. Hein. Selon qu'il soit libéral, antilibéral, vous aurez un discours complètement différent. Je pense que c'est la qualité de la formation dans un rapport d'équité avec les autres formations, les formations estudiantines par exemple, et le fait d'avoir maintenu un certain nombre de fleurons industriels et de ne pas avoir voulu les délocaliser à tout prix pour faire des économies d'échelle. Donc, avoir fait ça nous a permis de limiter la casse au niveau chômage et de maintenir, je dirais pas une autonomie parce qu'on en est trop loin, mais je fais partie des gens qui pensent que l'atout économique de demain, c'est l'autonomie, c'est l'autodétermination, le fait de s'autosuffire dans les domaines stratégiques, à commencer par évidemment tout ce qui est lié à l'agriculture, mais pour le reste, pour l'armement, pour l'énergie. Les économistes n'ont pas toujours ça en tête parce qu'ils sont dans le cadre d'une mondialisation heureuse qui ne finira pas. Il faut penser à ça. Bon, évidemment, on ne va pas se mentir, la principale raison pour revenir au chômage, pour laquelle le taux de chômage est moins élevé en Suisse qu'ailleurs, c'est parce qu'on n'est pas dans l'Union européenne, hein, tout simplement. Ça, c'est vraiment la principale raison. Justement, on allait en parler un peu plus tard. Par exemple, au niveau aussi du dialogue social, je sais qu'en Suisse, il est assez facile d'engager et de licencier les gens et qu'il y a un sens du compromis entre syndicats et patronat, etc. Est-ce que c'est aussi pas une forte valeur ajoutée? Oui, non, je suis pas tout à fait d'accord. Moi-même, je suis un petit entrepreneur, donc je vois la question qu'il y a derrière. Mais bon, déjà, les gilets jaunes en France, je les ai soutenus. Ça m'a valu quelques démêlés judiciaires d'ailleurs. Et bon, oui, c'est vrai que la France est souvent en grève. Elle a quelques raisons de l'être. Alors, c'est un petit peu facile de tout résoudre par la question du caractère national en disant les Gaulois sont râleurs. Enfin, tout ça s'inscrit dans une réalité sociale et économique dont ces manifestations, aussi nombreuses soient-elles, ne sont que la réaction. En Suisse, il y a moins de raisons qu'il y en ait parce que ça va mieux. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Alors, on a un système, c'est celui auquel tu faisais référence, qui est un système de dialogue social qu'on appelle la paix du travail, qui a été édicté à la fin des années 30, qui est un accord assez informel et assez confus d'ailleurs en vrai, entre patronat et ouvriers et syndicats notamment, pour favoriser le compromis à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue social, plutôt que la grève, je sais pas, le sabotage, les actions, etc., etc. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne surtout à l'avantage des patrons. Ça, il faut pas idéaliser les choses. Moi, je vois bien que voilà, on est dans un système libéral qui effectivement favorise les patrons, plutôt les gros que les petits, hein, parce que faisant partie de la catégorie des petits, je peux vous dire qu'il y a aussi, que ce soit sur le plan fiscal ou sur le plan des règlements, c'est très dur. Seulement, les entraves qu'on nous met ne sont pas des entraves qui protègent les travailleurs, c'est juste des entraves qui essayent de ponctionner ceux qui essayent de créer un petit peu de richesse. Pour ce qui est de la manière dont on doit gérer son personnel, on a une certaine liberté et je m'aperçois en exerçant moi-même cette liberté que c'est un peu au bon vouloir du patron
quand on est un indépendant, moi je suis un indépendant de sensibilité socialiste, alors ça pourrait paraître oxymorique pour beaucoup, mais j'y tiens beaucoup parce que c'est ma formation philosophique et c'est mes convictions, mais certaines décisions qu'on prend, je m'aperçois qu'elles sont motivées par le libre arbitre appuyé sur cette conviction socialiste, plus que par les lois qui me permettraient finalement de prendre des libertés aux dépens des salariés. Donc je pense que la Suisse en général manque plutôt de protection sociale. Les syndicats sont pas forcément toujours aussi combatifs qu'ils le devraient, parfois se trompent de combat aussi. Cette paix du travail, elle empêche les troubles sociaux, mais elle ressemble quand même à un marché de dupes. Bon, comme la crise n'est pas aussi grave qu'ailleurs, c'est quelque chose qui est supportable. Mais si, suite à la récession dans laquelle on entre ou aux crises dans lesquelles on va entrer de toute façon tous, ça devait s'aggraver, il faudrait que les travailleurs s'organisent de manière plus combative. Ça, je pense pas que ce soit une valeur ajoutée. Alors oui, c'est une valeur ajoutée parce que évidemment, ça nous rend plus attractifs aux yeux de partenaires commerciaux, industriels, d'investisseurs. Seulement, est-ce que c'est vraiment ça le critère qui compte? Il y a toujours des classements qui sont faits entre les pays, mais aussi à l'intérieur de la Suisse, entre les villes, entre les cantons. Il y a un magazine économique, par exemple, qui fait toujours une espèce de classement en disant quelle est la meilleure ville de Suisse et la pire. Et on se demande toujours, mais quels sont les critères? Et on s'aperçoit, parce que je connais bien la pire ville de Suisse, qui est une ville très sympathique, pas très loin de chez moi, on s'aperçoit que les villes les pires sont des villes en fait qui ne font pas de cadeaux fiscaux aux entrepreneurs, qui leur demandent de s'aligner sur la loi ordinaire, sur la loi commune, mais qui par contre peut-être ont un bon système hospitalier, sont dans un cadre de vie agréable, proche de la campagne, ont des écoles pour les enfants. Donc tout est relatif. Dire que le caractère libéral de la gestion économique de la Suisse est une valeur ajoutée, est un attrait, oui, si l'on veut bien, mais pour qui et aux dépens de qui. Voilà, ça correspond pas à ce que je pense être un pays juste ou équilibré. Je vais pas jeter, on va pas se plaindre parce que toute chose étant relative par ailleurs, mais il y a beaucoup de progrès à faire sur ce plan-là en Suisse. Passons un petit peu à un autre sujet. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a un fort pourcentage de la population suisse qui n'est pas suisse, qui est étrangère. J'ai lu que c'est environ 23%, donc c'est un peu plus d'un cinquième, ce qui est quand même assez énorme. Est-ce que je voulais avoir un petit peu ton avis? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont-ils, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont tous des millionnaires exilés fiscaux ou pas? Voilà. Non, la plupart pas du tout. C'est toujours la grande différence sémantique assez hypocrite entre l'immigré et l'expatrié. Dans les deux cas, il s'agit d'un étranger qui a quitté son pays pour venir chez nous. Dans les deux cas, en venant chez nous, il essaye de faire de l'argent. Il y en a qui en font beaucoup plus que d'autres. Ils viennent pas des mêmes peuples, ils n'ont pas toujours la même couleur de peau et on les accueille pas de la même manière. Donc là, il y a déjà une. En général, les expatriés sont les immigrés qui sont formés, qui ont fait des études ou qui ont un capital, et les immigrés, ce sont ces gens qui n'ont pas vraiment une grande... Ils migrent pas pour la même raison et pas en fonction de la même urgence. Enfin, c'est compliqué. Évidemment qu'il y a les deux en Suisse. Dans la région lémanique, il y a une immigration d'expatriés riches qui eux non plus ne payent pas toujours leurs impôts. Par ailleurs, il y a évidemment beaucoup d'immigrés, de plus en plus, parce que même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est lié à certains accords de libre circulation, qui sont légitimes, qui ont été validés par le peuple. Moi, je les ai combattus parce que je pense que ça allait trop loin, mais il faut être bon joueur. Le peuple a décidé, c'est comme ça. Donc maintenant, il faut faire avec. Et ça va pas s'améliorer. Ce sera pire pour vous, évidemment, ce sera pire pour les pays de l'Union européenne, mais ça va pas s'arranger parce que la situation mondiale va augmenter les flux migratoires, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. Je pense notamment au réchauffement climatique. Comment on va gérer tout ça? Je ne sais vraiment pas. Et je ne sais pas comment les États vont réagir, s'ils vont continuer d'ouvrir le robinet toujours plus, ou si tout d'un coup, d'un jour à l'autre, il va y avoir une espèce de réaction, passer d'un excès à l'autre et transformer les filtres qui ne fonctionnent pas en murs qui ne fonctionnent pas davantage. Je ne sais pas, mais dire oui, la Suisse est un pays avec une immigration importante, mais néanmoins,
néanmoins, la gestion de cette immigration, aussi problématique soit-elle, est aussi, je veux dire, moins pire que dans certains autres pays, parce que pour le moment, ça va peut-être pas durer longtemps, mais pour le moment, on a évité l'écueil communautariste. Quand les gens viennent, on essaie de les intégrer au moins géographiquement, urbanistiquement. Je suis pas en train de défendre ce modèle, hein, parce que je le critique beaucoup en fait. Mais il faut reconnaître que pour le moment, on n'a pas encore des espèces de mini-guerres civiles entre Tchétchènes et Arabes, quoi. Pourtant, des Tchétchènes et des Arabes, on en a beaucoup, mais on les accueille d'une manière différente et on essaye de les incorporer. On n'y arrive pas toujours, mais au moins on essaye. On n'a pas cette hypocrisie du républicanisme français que je défendrais dans l'idéal, mais qui n'est pas appliqué, qui nous parle toujours de république, d'assimilation, et qui en fait, sans le dire, fait la même chose que les anglo-saxons. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous avez quand même un faible taux de chômage, donc économiquement, ça semble aller mieux. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons qu'il y ait moins de tensions, on va dire, Oui. communautaires. Et je voulais savoir un petit peu, les étrangers qui sont en Suisse, il y en a à peu près de quelle région? J'ai vu qu'il y avait une grosse partie qui venait des Balkans. C'est quoi, les Balkans, la Suisse, l'Italie, ce genre de choses? Oui, mais ça, c'est des générations différentes, en fait. C'est vrai que les premières, enfin, il y a toujours eu des déplacements de population, mais disons les premières vagues migratoires importantes au XXe siècle, c'était l'Italie. Ensuite, il y a eu le Portugal, un peu l'Espagne, c'est-à-dire les pays européens. Ensuite, il y a eu les pays de l'Est, notamment pendant la guerre froide, les gens qui fuyaient l'URSS, quoi. Et ensuite, ça s'est diversifié en venant de beaucoup plus loin, notamment plus loin à l'est, mais aussi beaucoup plus loin au sud. On est bien obligé de reconnaître, sans surprise, que les immigrés européens, dont certains étaient vraiment très pauvres et avaient même un statut de réfugié, hein, s'intégraient mieux. Parce qu'il y avait une culture commune, ça c'est normal. Et ensuite, c'était un Polonais ou un Italien, pour prendre deux communautés assez importantes, s'intégrait mieux. Ensuite, les Balkans, il y avait beaucoup de différences entre les différents peuples, mais des Balkans, il y avait entre des Serbes, des Kosovars, des Croates, qui eux-mêmes souvent venaient au moment où ils étaient en guerre. Là, déjà, les tensions ont augmenté. Après, ça reste l'Europe au sens très large. Puis ensuite, l'Afrique, le Maghreb, les pays arabes, tout ça devient un peu compliqué. Mais bon, voilà, rien d'inédit, hein, vous connaissez ça. Est-ce qu'il dit... ouais, je pourrais pas dire en ce moment, je pourrais plus vous dire quelle communauté arrivait quand et à quelle proportion. C'est un melting pot sur 3 générations, tous un peu mélangés. Hein. C'est bien, on va dire, entre les différentes populations. Il n'y a pas trop de... Est-ce que ça se passe assez bien entre les différentes populations? Il n'y a pas trop de tensions, etc. Vraiment, tout est relatif. Parce que là, depuis le début de la conversation, on parle toujours, on examine les choses sous un angle comparatif. C'est-à-dire on pense à différents pays européens auxquels on a fait référence. Donc la réponse est toujours ça va pas mal, ça va bien, mais ça devrait aller mieux parce que il y a des choses qui ne devraient pas arriver en Suisse. Moi, j'ai mon regard de citoyen moyen, j'entends des différents sons de cloche. Je sais que quand je discute avec, je sais pas, un ami qui est policier et qui voit des choses que je ne vois pas, il a un regard beaucoup plus sombre que le mien et il me dit mais on est proche du point de rupture, t'imagines même pas les logiques de ghetto, la balkanisation du territoire. Ça, je me rends pas compte, mais en même temps, je sais que ça existe. Donc, c'est difficile parce que si je te réponds que ça va pas trop mal, on pourrait tout à fait me traiter de candide, et ce serait peut-être vrai. Donc, c'est très délicat entre ce qui se passe, ce que les gens savent, et comment la situation peut évoluer. C'est difficile de devenir suisse, par exemple, un immigré, un étranger qui est là depuis un certain nombre d'années et qui souhaite devenir suisse. Est-ce que ça dépend un peu des gens, je crois, ou comment ça se passe? Il y a un processus de naturalisation, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pour obtenir la nationalité suisse avec un certain temps à passer, avec d'abord un autre permis de séjour, ensuite un examen à passer d'intégration, de connaissances linguistiques, culturelles, historiques même. Moi, évidemment, je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais fait, mais pour ce que j'en sais, ça ne doit pas être si difficile puisqu'on naturalise quand même, je ne veux pas dire à tour de bras, mais de manière assez généreuse. Donc j'en conclus que ce n'est pas un examen qui doit être infranchissable. Ok, c'est comme un peu le système américain de connaissances linguistiques, historiques, etc., passer des examens. Oui, ça, ouais. Jadis, je pense que c'est plus dans le...
y a une comédie suisse-allemande des années 70 qui est très drôle, qui parlait de ça, qui s'appelle Les Faiseurs de Suisse, qui est une bonne comédie, mais qui maintenant a été un peu récupérée politiquement pour la cause des pro-immigration, mais qui montre que à l'époque, et là on parlait plutôt de la génération des Italiens, donc c'était moins difficile, à l'époque il y avait aussi des questions culinaires. C'est-à-dire que pour pouvoir devenir suisse, il fallait pouvoir présenter devant un jury d'experts la recette de la fondue. C'est pas la chose la plus difficile du monde à faire, hein, cela dit. Mais cela dit, si on commence à poser ce genre de questions-là, je suis même pas sûr que tous les Suisses pourraient rester Suisses. Donc, je sais, à vérifier, mais ça m'étonnerait pas que ce genre de point un petit peu folklorique ait disparu. Peut-être, c'est dommage, parce que c'est pas la chose la plus difficile à étudier, et puis l'assimilation passe aussi par là. Hein. Est-ce que tous les Suisses savent faire la fondue, connaissent la recette? J'en doute, hein, je ne sais pas. Ah, ceux que je fréquente, oui. Non, mais c'est pas très compliqué. Hein, je sais pas. On a un patrimoine culinaire très sympathique, mais qui est pas la chose. Enfin, on n'a pas la gastronomie la plus technique et la plus raffinée du monde. Donc, je pense que tout le monde se débrouille un petit peu avec nos quelques plats nationaux. Ça devrait aller. Enfin, la fondue, c'est vraiment. La compétition avec la Belgique par rapport au chocolat. Donc, Ah. Alors, je suis souvent très, très chauvin, mais pas sur ce sujet-là, parce qu'il faut être honnête, comme j'en mange aussi, je dois bien reconnaître que la Suisse, c'est un grand pays de chocolat, mais c'est surtout un grand pays de chocolat au lait et de chocolat industriel. Le chocolat au lait, je pense pas que c'est ce qui se fasse le plus raffiné dans le monde du chocolat. À mon avis, dans le monde, ou en tout cas en Europe, les grands chocolatiers sont plutôt en Belgique. Alors là, je vais me faire taper dessus, mais je crois que c'est vrai. Nous, on a une grande industrie, ça c'est vrai, mais c'est pas les plus grands artisans. Ouais. oui, il y a Nestlé, Lindt, de grosses. Oui, et entre Nestlé et je sais pas, et Léonidas, c'est quand même c'est belge, hein. Oui, Léonidas. Ouais, bah, c'est la différence entre l'artisan et l'industriel, quoi. Voilà. C'est clair. Tu as aussi dit, donc la Suisse, tu as rappelé que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas non plus dans l'euro, ni dans l'OTAN. Est-ce que ça veut dire alors que c'est un pays fermé, recroquevillé sur vous-même? Bah non, parce que on a on a toujours le terme chez nous, c'est un mot qui est dans le langage politique de tous les jours, d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Un terme que les pays de l'Union européenne connaissent moins, parce que de toute façon, ils sont liés à tous les pays membres par des traités extrêmement contraignants, que ce soit sur le plan commercial, migratoire, etc. Non, nous, on a des traités qu'on choisit au cas par cas et qui souvent sont quand même validés par le souverain, pardon, par le scrutin populaire. Et en cela, ils sont plus légitimes. Et au moins, c'est pas des paquets, on peut les avoir dans le détail. Donc non, on n'est pas un pays autarcique. Déjà parce qu'on ne pourrait pas. Hein. Et donc, on est lié à de nombreux pays de l'Union européenne, à des pays extérieurs à l'Europe également. On est un pays d'importation, d'exportation, d'immigration, d'échange. On n'est pas du tout fermé. On est aussi présent dans les institutions internationales, mais à d'autres titres. Par exemple, on a une assez bonne réputation dans le domaine de la diplomatie. Donc, on sert souvent d'intermédiaires, d'intercesseurs dans certains dialogues tendus je crois que dans le dialogue entre l'Iran et les États-Unis, c'est souvent en général un Suisse qui s'y colle. On est très présent dans le dialogue international, mais pas forcément à titre d'État membre de telle ou telle institution dont on ne reconnaît pas la légitimité, mais simplement dans une tradition diplomatique. Okay. C'est-à-dire, la Suisse est souvent citée en exemple par les partisans, on va dire, du Frexit, de la France hors de l'Union européenne, en disant, regardez, il y a un petit pays à côté de nous qui s'appelle la Suisse, qui est ni dans l'euro, ni dans l'Europe, ni dans l'OTAN, et ça se passe assez bien, c'est pas forcément la Corée du Nord. Ah non, 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 pas du tout. Ah non, 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 alors, non, c'est pas un pays fermé, enfin, je veux dire, on a fermé un petit coup les frontières comme tout le monde il y a quelques semaines, mais ça c'est un cas un peu spécial. Non, c'est un pays très ouvert, peut-être trop d'ailleurs, mais en tout cas, non, on peut pas nous accuser d'isolationnisme. Alors c'est bien loin de notre réalité. Hein. Il y a aussi une autre particularité suisse, c'est le service militaire obligatoire. La plupart des Suisses font le service militaire, alors qu'en Europe, dans la plupart des pays, il n'y a plus le service militaire obligatoire. Est-ce que ce n'est pas un peu anachronique? Non, je pense pas que ce soit anachronique, et je pense même que certains pays, comme la France, qui l'ont suspendu, vont peut-être le remettre. En général, la suspension de ce service, elle se fait dans les périodes où on pense que la paix est assurée et que finalement c'est une contrainte dont on voudrait se débarrasser.
quand la paix elle est moins assurée, on en revient aux bonnes vieilles méthodes. Dans l'histoire, c'est un système moderne. La France l'a surtout adapté à partir des premières levées en masse de la Révolution, donc c'était une innovation. Ensuite, il s'est passé pas mal d'épisodes entre-temps. Nous, en Suisse, c'est une tradition plus ancienne que ça, mais qui est fondée sur la défense du territoire et des intérêts du peuple par le peuple lui-même. Tout citoyen est un citoyen armé. En gros, il y a une phrase qui disait l'armée, c'est le peuple, hein, c'est le peuple en armes. Enfin, c'est-à-dire la partie du peuple, c'est-à-dire les hommes, non pas que les hommes d'ailleurs, maintenant c'est aussi ouvert aux femmes, mais disons majoritairement les hommes de plus de 18 ans jusqu'à temps, qui sont valides, etc. Ça fait quand même pas mal de monde. Et la philosophie qui est derrière, déjà la raison historique, c'est qu'on a été longtemps un peuple de guerriers, mais pas au sens d'une armée confédérale, mais au sens de mercenaires. Ce qui est à la fois une gloire militaire, mais un peu, je dirais presque une honte nationale, parce que quand on est réduit à faire de la barbouzerie militaire, c'est qu'on n'a pas vraiment de patrie. C'est que ça a été le cas pendant une grande partie du Moyen-Âge et même au-delà. On a bataillé tantôt pour l'Italie, tantôt pour le pape, etc., etc. Même tantôt pour le roi de France, hein, les gardes suisses qui ont défendu jusqu'à leur dernier souffle Louis XVI, c'était des Suisses. Seulement, ils le faisaient pas c'est ça qui est terrible. Ils le faisaient pas par conviction, ils le faisaient pas par idéal. Je sais pas, ils étaient pas forcément royalistes, et ils le faisaient pas pour leur patrie puisque ce n'était pas leur pays. Ils le faisaient pour la solde, parce que finalement, dans un pays qui était alors très pauvre et où il n'y avait pas de travail pour tout le monde, et quand on n'avait plus personne à engager au champ ou dans l'artisanat, on envoyait les plus vigoureux faire la guerre. Mais comme il n'y avait pas de guerre sur les territoires, on les envoyait ailleurs. C'est pour ça que je parle un peu de barbouze. Alors, quand je dis que c'est une gloire, c'est-à-dire on a une réputation d'être des grands guerriers, c'est assez honorable, mais c'est un pays pauvre qui fait ça. C'est un pays, non seulement c'est un pays pauvre, c'est un pays qui n'est pas libre, parce qu'un pays qui est libre, il a une armée, parce que c'est un pays. Et maintenant c'est le cas. Et on a fait la transition en gardant ces talents-là. Simplement, on a changé l'uniforme des gardes suisses de Rome par l'uniforme national, par l'uniforme confédéral, et c'est toujours resté comme ça depuis. Ça permet, ça c'est la raison historique. Il y a une raison, je dirais presque philosophique, qui est que ça s'inscrit dans la culture démocratique de la Suisse. La culture démocratique, c'est pas simplement se rendre aux urnes et voter, c'est maintenir un pouvoir populaire sur les différents canaux principaux de la vie helvétique, de la vie nationale. Et l'armée, donc la défense, en est un. Il faut exercer un contrôle pour éviter qu'on soit dessaisi de ce pouvoir. Les gens qui font l'armée, enfin, nous tous, on le fait pas pour l'argent, on touche une solde, hein, mais c'est symbolique, enfin, c'est de la survie. On n'est pas salarié. On le fait, alors pour les meilleurs d'entre nous, par patriotisme, pour la plupart des autres, par civisme et parce que c'est la loi qui l'exige. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas un appât du gain. Il s'agit vraiment de se former à, éventuellement, si les conditions l'exigent, défendre la patrie et non pas faire carrière dans le métier des armes. Ça fait une petite différence. Après, il y a aussi les gens qui gradent et qui entrent dans l'état-major, en font un métier, parce qu'il est évident que le général est un général et c'est pas un milicien. Mais la troupe, les fantassins, enfin la plupart des troufions sont des miliciens. Et ça, c'est un système que je défends parce qu'il est démocratique dans son essence. Et en plus, à mon avis, il est plus sûr et à bien des égards moins coûteux. Mais quelles sont les menaces aujourd'hui que la Suisse doit faire face? Quelles sont les menaces qui existent d'avoir une armée de milices? Dans un monde fait de nations, on ne devrait même pas se poser cette question-là, parce que de toute façon, virtuellement, cette menace existe toujours, puisque nous sommes des entités politiques et nationales séparées. Donc, l'histoire de l'Europe a été traversée d'invasions, d'annexions, y compris nous. Enfin, même les troupes napoléoniennes ont débarqué chez nous. Enfin, on n'a pas du tout été préservé de ça, contrairement à ce que pensent ceux qui considèrent que l'histoire suisse commence à leur naissance. Non, ça n'a pas été le cas. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. En plus, la menace militaire, c'est pas uniquement
n'est pas uniquement du domaine de la guerre entre les peuples ou des invasions, elle peut être assurer la sécurité contre des flux migratoires, il y a la question des dangers sanitaires. L'armée a été mobilisée dans le cadre de la gestion du coronavirus et elle a fait un excellent travail. Alors, c'était pas un travail armé, c'était autre chose, mais elle a fait, on est formé à pas mal de choses. Moi-même, j'ai servi dans le domaine médical. Enfin, il ne s'agit pas uniquement du métier des armes, il s'agit de pas mal de choses différentes. Ça peut toujours s'avérer utile et je pense qu'avec les crises qui s'annoncent, ça n'engage que moi, mais je pense que le modèle politique et économique qui va être celui de la plupart des pays, en tout cas ceux qui se réveillent, c'est un modèle d'économie de guerre. Un modèle d'économie de guerre, il se fonde en grande partie aussi sur le rôle de l'armée, c'est-à-dire retour à l'autonomie la plus grande possible, exploitation maximale de toutes les ressources qui nous restent, des sols, et puis assurer la sécurité, les frontières. Peut-être que c'est ça l'avenir de l'armée, c'est rétablir militairement la frontière. Voilà. Bon, moi j'ai une vision un peu collapsologique, mais celui qui aujourd'hui voterait pour la suppression de l'armée, parce qu'il y en a qui le veulent, hein, il y a un petit lobby en Suisse qui régulièrement obtient suffisamment de signatures sur une initiative pour soumettre le sujet au peuple. Après, ça se passe toujours pareil, c'est refusé très majoritairement parce que ça l'était déjà à l'époque. Ils sont revenus à la charge après le 11 septembre où le climat a déjà commencé à se tendre, donc ils ont vu que c'était plus d'actualité et ça allait de moins en moins. Donc, comment dire, si nous maintenons la démocratie directe, alors je ne suis pas inquiet parce qu'on ne prendra aucune réforme, en tout cas le peuple n'admettra aucune réforme qui aille dans un sens d'affaiblissement du système de milice, c'est-à-dire de professionnalisation de l'armée. Ce serait très imprudent et je me dis que peut-être même en France, comme ça a été suspendu par Chirac en 97, peut-être même qu'ils reviendront à ça parce qu'ils comprendront que c'est leur intérêt à tous. Le Maroc l'a fait. Le Maroc a rétabli le service militaire. D'accord, hein. Ah bah oui, c'est un signe. Aussi, j'ai vu que le service militaire donc, était obligatoire pour les hommes, pour les jeunes hommes, mais pas pour les femmes. Est-ce que ce n'est pas discriminatoire? Bon, non, enfin, le service militaire, c'est une activité physique qui est fondée sur le combat. Il est normal qu'on ne soit pas égaux sur ce plan-là. Enfin, il ne me semble pas que ce soit discriminatoire de. La loi s'est assouplie dans la mesure où l'armée est ouverte aux femmes. Et il y en a qui, mais elles ne sont pas très nombreuses, hein, mais il y en a qui le font. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'état-major, qui sont officiers, mais pourquoi pas. C'est très bien que ça reste ouvert, mais c'est très minoritaire. Comment dire, le contrat démocratique, c'est un donné contre un rendu. L'État assure un certain nombre de tâches en faveur des citoyens et les citoyens y contribuent par l'impôt. Puis ça, évidemment, face à l'impôt, on est égaux, puisque il n'y a pas de différence. L'impôt n'est pas sexué, l'impôt n'est pas genré, et par différentes taxes diverses, et par la conscription militaire. Et là, la conscription militaire, elle est forcément plus genrée, parce qu'on dit militaire, c'est quand même quelque chose. Moi, ça me choque pas. Ceux qui voient le service militaire comme un service à la patrie, c'est une manière de voir les choses. On pourrait dire que les femmes, elles en font déjà pas mal du service à la patrie sous d'autres formes. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient victimes d'un privilège en n'étant pas obligées de faire l'armée. Non. Pas traiter de macho en disant que l'armée c'est un truc d'homme, etc. Mais c'est une évidence. J'ai rien contre le fait qu'on la féminise sur une base de volontariat, c'est ce qui existe. Hein. Je suis pas pour refuser. Mais enfin, il est évident. N'importe qui a fait quelques jours d'école de recrue, c'est que c'est quand même plutôt voilà. Tu ne penses pas que le genre est une construction sociale? Non, absolument pas. Oui, non, mais si, le genre est une construction sociale, c'est-à-dire le genre est la traduction sociale du sexe qui lui est une réalité biologique. Mais les activités physiques ne font pas référence au genre, elles font référence au sexe, parce qu'elles ne dépendent pas des représentations qu'on s'en fait, elles dépendent des capacités physiques qu'on peut déployer de manière effective. Dire qu'il y a aujourd'hui des différences physiques entre les hommes et les femmes, c'est presque de l'extrême droite, hein, aujourd'hui. Oui, c'est concernant. Oui, alors, voilà. Moi, ça fait partie des évidences que j'aime bien répéter et dont je m'étonne qu'elles soient si sulfureuses. Hein.
Il y a aussi dernière question. Donc, tu as rappelé que l'armée suisse est une armée de milice. Donc, il y a beaucoup de citoyens suisses ayant fait l'armée qui gardent leurs armes chez eux. Donc, il y a beaucoup d'armes en circulation en Suisse. Mais bizarrement, il y a pas trop, on n'entend pas trop parler de tueries de masse, etc. en Suisse, comme on entend souvent aux États-Unis. Comment cela se fait-il en fait? Eh bien, c'est vrai que le régime assez libéral des armes n'est pas très différent de celui des États-Unis, sauf que le nôtre, il est aussi, il est un petit peu différent déjà parce que, comment dire, la Constitution suisse ne sacralise pas le port d'armes comme le fait la Constitution américaine, pour qui c'est presque identitaire, voire religieux, ça c'est une différence. Et chez nous, le port d'armes, il est, bien qu'il y ait beaucoup de tireurs sportifs et de chasseurs, il est quand même directement connecté à la milice, donc au service militaire. La plupart des gens qui possèdent des armes chez eux les possèdent tout simplement parce que voilà, ils ont été mobilisés et qu'on leur a attribué une arme. Ils ont le choix d'ailleurs, parce que des initiatives leur ont été proposées. On dit vous avez le choix de laisser l'arme à l'arsenal. Donc c'est un endroit, il y en a dans, bon, je ne sais même pas où, mais dans chaque commune, j'imagine, où finalement, si on ne souhaite pas avoir une arme chez soi, ce que je peux comprendre, parce qu'on a peur pour que les enfants la trouvent ou parce qu'on est soi-même pas très stable. Enfin, et on n'est pas obligé. On peut maintenant la laisser à l'arsenal. Je pense que c'est un bon compromis parce qu'on n'interdit pas aux gens de la garder. Seulement, il y a quand même un contrôle, il y a une surveillance. On reçoit l'arme, on reçoit les cartouches. Les cartouches sont dans une boîte séparée et scellées. Et normalement, sauf en cas de mobilisation générale ou d'ordre d'état d'urgence, d'ordre de l'État, je ne sais quoi, on n'a pas le droit de déceler la boîte pour charger son fusil. Théoriquement, des contrôles peuvent être faits. Et je ne sais plus quelle est l'amende, mais c'est assez grave si un agent de l'État débarque chez vous, vous demande de présenter vos armes et qui s'aperçoit que vous avez chargé votre fusil ou même que vous avez décelé votre boîte, c'est assez grave parce que ça veut dire que ça sous-entend que vous avez eu l'intention d'utiliser votre arme à des fins privées, alors que c'est quand même une arme de guerre, et alors qu'elle doit être utilisée que pour la défense de la patrie, c'est-à-dire sur ordre du Conseil fédéral ou du général. Et à ce que je sais, les manquements à cette règle ne doivent pas être si terribles parce que, enfin, des gens ont sans doute été amendés et réprimandés, mais ça n'a pas débouché sur des crimes. Alors évidemment, ça arrive. Ce qui est arrivé le plus souvent en Suisse, c'est pas tant des assassinats ou des tueries que des suicides. Le grand problème de l'arme de service, c'est que des hommes s'en servent pour se suicider. Bon, c'est regrettable. Mais il faut voir un peu les chiffres. Ce qui a beaucoup choqué l'opinion publique, c'est pas les suicides, c'est de temps en temps un homicide ou oui, c'est toujours un de trop. Mais on voit bien que la différence, elle n'est pas dans la loi sur les armes, elle est aussi dans la culture politique et dans les mœurs. Je cite souvent pour ça le film de Michael Moore qui parlait du port d'armes aux États-Unis. Je ne sais plus lequel c'était d'ailleurs, à Bowling for Columbine, suite au massacre de Columbine. Et il disait une chose, je ne peux même pas dire si ça sert ou si ça dessert sa thèse, mais il faisait une enquête comparée entre les États-Unis et le Canada, qui ont une loi semblable, et pourtant il y a une énorme différence, c'est-à-dire qu'à côté, le Canada est vraiment un pays pacifiste. Tout le monde est armé et les gens se massacrent très peu. Hein. Alors la Suisse ressemble beaucoup plus au Canada qu'aux États-Unis. Donc c'est bien la preuve que tout n'est pas la loi. Il y a l'esprit et la loi. La différence est dans l'esprit et pas dans la loi. Pour le moment, il n'y a aucune raison, je pense, de revenir sur cette législation. C'est bien de permettre aux soldats qui auraient peur ou qui ne sont pas sûrs d'eux de mettre leur arme quelque part, mais il ne faut pas interdire aux autres de l'avoir. Parce que c'est quoi le principe ? C'est pas pour valoriser les soldats en leur donnant un trophée de chasse, un trophée de guerre, c'est de permettre la mobilisation rapide. C'est tout simplement, si en cas d'attaque, on doit s'habiller très vite, une fois habillé, on doit pouvoir décrocher son fusil et le charger très vite. Je crois que c'est surtout ça la raison de l'arme à la maison. En tout cas, c'était très intéressant. Si tu as une dernière chose à dire, s'il y a quelque chose que tu souhaitais dire mais que tu n'as pas dit, il n'y a pas de souci. Vive la Belgique libre. Non, je ne sais pas. On vous souhaite de vous dépêtrer de vos propres ennuis et notamment toutes les petites vacances gouvernementales qui se suivent et ne se ressemblent pas. Oui, c'était très intéressant en tout cas de comparer les deux pays puisque c'est une situation un peu semblable, mais la situation sur le terrain est très différente. Donc, c'est très intéressant d'étudier un peu le cas suisse. En tout cas, je te remercie en tout cas pour ton temps et de nous avoir informés par rapport à la Suisse.
Et donc, n'hésitez pas, à tous ceux qui nous ont regardés, en tout cas jusqu'ici, je vous en remercie de liker, partager la vidéo, propager un petit peu la bonne parole. Et je pense que c'était une interview très intelligente et très intéressante. Et on en fera sûrement d'autres. On parlera sûrement du Québec et d'autres régions, vu qu'on est francophone, pour un petit peu parler à tous les francophones d'ici et là. Merci en tout cas, David. Le point que tu soulèves est très intéressant. Voilà, rappeler que la francophonie ne se limite pas à la France et qu'aujourd'hui, il est important de se battre. On parle de questions identitaires, on est lié à nos pays respectifs, mais on est lié à cette langue francophone qui forcément nous rassemble parce qu'elle édicte une culture commune par l'instruction, par la littérature, par tout un ensemble de choses. Et la francophonie, malgré le problème d'une paupérisation linguistique dans le monde, parce que c'est la mondialisation qui le veut, la francophonie se porte pas si mal que ça. Quand on voit les chiffres, elle est en constant développement. Alors, on va pas se mentir, en grande partie grâce à l'Afrique. Aujourd'hui, la plus grande ville francophone du monde, c'est pas Paris, est-ce que c'est pas... Ouais, j'allais dire Dakar, mais tout d'un coup j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est une de ces grandes capitales francophones d'Afrique. Il est possible que, dans l'avenir, une grande partie de l'actualité francophone se passe là. C'est un fait. Il faut faire avec. Il faut y voir le côté positif et il faut créer un lien et une unité. Il faut une union francophone parce que on a affaire quand même en face toujours au rouleau compresseur anglophone qui est toujours bien armé. Donc c'est important que en dehors de la France, qui se croit parfois un peu autosuffisant, tous les petits pays que nous représentons, qui sont petits mais fort nombreux, restent connectés les uns aux autres. Oui, parfait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que la France pense un petit peu que la langue française lui appartient, mais ça nous appartient à tous, à tous les francophones du monde entier, de France, de Suisse, de Belgique, du Canada, d'Afrique, des Antilles. Et oui, donc je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut défendre la langue et la culture française, parce que comme tu l'as dit, la langue et la culture, ça va au-delà, ça structure la pensée, etc., les références. Et donc, c'est bien d'avoir un petit peu des modèles différents que du modèle anglo-saxon. Parfait en tout cas, merci beaucoup en tout cas et je te conseille alors de regarder nos prochaines interviews, ça sera sûrement très intéressant. Merci à tous, au revoir. Au revoir.